295 split. The other southbound Baltimore-Washington Parkway as you come up on Route 50. This one's over the north. Sur l'axe sud de la voie rapide Baltimore-Washington, la circulation se ralentit à l'approche d'une entrée sécurisée qui disparaît dans la forêt. Derrière la végétation, à l'abri des regards, protégée par des barrières électrifiées et des hommes en armes, se trouve la plus grande, la plus secrète et la plus sophistiquée des agences de renseignement au monde, la National Security Agency, la NSA. Sa mission, crypter et décrypter les codes, intercepter les signaux en provenance de pays étrangers, passer au crible les appels téléphoniques, emails et messages qui s'échangent à chaque instant dans le monde entier. Quotidiennement, ce sont plus de 20 000 personnes qui se rendent sur le site de la NSA, transformée en véritable ville secrète. À la différence des agents de la CIA qui espionnent sous couverture, les mathématiciens, linguistes et informaticiens de la NSA travaillent uniquement par le biais de la technologie. Le journaliste James Bamford a fait de la NSA son sujet de prédilection depuis 25 ans. Dans les milieux autorisés, la NSA était surnommée l'agence qui n'existe pas, ou encore ne dites rien. Pendant la guerre froide, les postes d'écoute de la NSA couvraient quasiment tout le territoire soviétique et interceptaient les communications militaires et diplomatiques. La NSA espionnait même les dirigeants soviétiques lorsqu'ils appelaient le Kremlin depuis leur limousine. Dans son QG de Fort Meade, dans le Maryland, la NSA utilisait des superordinateurs pour décrypter les communications codées. À la chute de l'URSS, un nouvel ennemi est sorti de l'ombre. Un ennemi que la NSA n'avait pas vocation à combattre. Son nom, Al-Qaïda. Eric Esseltine a été directeur des recherches à la NSA pendant 3 ans. Les Russes étaient faciles à trouver et difficiles à éliminer, alors que pour les terroristes, c'est l'inverse. À la différence des soviétiques, Al-Qaïda est une petite cible constamment en mouvement. Son état-major se trouve dans des camps de montagne isolés et ses soldats communiquent par téléphone cellulaire ou satellite. Au départ, le travail de la NSA consistait à localiser un ennemi connu et statique. Puis il a fallu localiser un ennemi inconnu, en mouvement, et dont on ignorait le mode de communication. La NSA a donc dû s'adapter afin d'affronter un adversaire de plus en plus dangereux. Dans les villes d'Asie et du Moyen-Orient, les membres d'Al-Qaïda utilisent les téléphones publics et les cafés Internet pour organiser leurs actions. Des actions qui vont culminer avec l'attentat du 11 septembre. À ce moment-là, c'est devenu une véritable course contre la montre. Il a fallu restructurer nos services afin de développer les compétences nécessaires pour faire face à des individus ou à des petits groupes d'individus agissant dans le monde entier sans tenir compte des frontières. Mais toute la question était de savoir si on allait réussir à se réorganiser dans les temps. D'autres questions restent en suspens. La NSA écoutait-elle les communications d'Al-Qaïda avant le 11 septembre? Quel rôle a-t-elle joué? Les États-Unis sont-ils à l'abri d'une nouvelle attaque de ce type aujourd'hui? Curieusement, la Commission nationale américaine chargée d'enquêter sur les attentats du 11 septembre s'est plus penché sur l'action de la CIA ou du FBI que sur celle de la NSA. Mais en mettant bout à bout différents documents non confidentiels, le rôle de la NSA dans la guerre contre le terrorisme apparaît clairement. Au cours de mes recherches, j'ai compulsé des milliers de documents accessibles au public, notamment des comptes rendus des renseignements, les minutes des procès de plusieurs terroristes
et surtout une chronologie secrète du FBI concernant les agissements des terroristes du 11 septembre. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que le chef d'Al-Qaïda était sur écoute bien avant les attentats. En novembre 1996, un contact connu d'Al-Qaïda achète un téléphone satellite dans une boutique de la banlieue new-yorkaise. Ce téléphone est pour Oussama Ben Laden. Dès que ce dernier se met à téléphoner d'Afghanistan, les postes d'écoute de la NSA interceptent toutes ces conversations. Michael Scheuer, l'analyste de la CIA responsable de l'unité Alex Station chargée de traquer Ben Laden, est particulièrement intéressé par ces informations. Le téléphone satellite d'Oussama Ben Laden a été une véritable aubaine. Non seulement ça nous a permis de savoir où il se trouvait en Afghanistan, mais également où était établie l'organisation Al-Qaïda à partir des appels qu'il recevait de différentes parties du monde. Ce type d'écoute fait partie du renseignement d'origine électromagnétique, aussi appelé ROEM. Les téléphones satellites émettent un signal capté directement par un engin en orbite au-dessus de l'océan Indien. En passant en revue tous les appels reçus ou émis d'Afghanistan, la NSA identifie rapidement le numéro de téléphone de Ben Laden. 873 682 505 331. Une fois en possession de cette information, l'agence écoute tous les appels qu'il passe grâce à une énorme parabole située dans l'espace et écoute tout ce qu'il reçoit grâce à une antenne parabolique au sol. Dans le domaine du renseignement, le ROEM fait partie des techniques les plus intéressantes, puisqu'il s'agit d'intercepter les signaux qui sont dans l'air. Et cela que ce soit des signaux de téléphone cellulaire, de satellite ou de téléphone satellite. La NSA intercepte toutes ces données grâce à différents moyens électroniques. Mais ça reste des signaux, tant qu'il n'y a pas quelqu'un au bout pour les analyser. Les analystes vont déterminer quels sont les numéros appelés par Ben Laden et à quelle fréquence. Ils s'aperçoivent alors que la majorité des appels qu'ils passent depuis l'Afghanistan sont pour une résidence située au Yémen, à 3000 km de là. Le Yémen est au cœur du fonctionnement d'Al-Qaïda. C'est là-bas qu'est né et qu'a grandi le père d'Oussama Ben Laden. C'est une culture basée sur les clans et le secret. Ça ne m'a pas surpris que Ben Laden choisisse la capitale yéménite, Sanaa, pour y installer son QG logistique. En revanche, ce qui m'a surpris, c'est qu'il ait choisi l'un des quartiers les plus pauvres. Son QG était situé dans une petite maison banale. La CIA a découvert que c'était la résidence de l'un des bras droits de Ben Laden. Ces conversations n'étant pas cryptées, les superordinateurs de la NSA n'ont rien à décoder. Les transcripteurs et linguistes de l'agence peuvent donc intervenir pour traduire, mettre par écrit et résumer le contenu de ces appels. Ces résumés sont ensuite transmis à la CIA. Mais les analystes de l'unité Alex Station vont plus loin. Ils sont convaincus que ce n'est qu'en étudiant soigneusement chaque mot qu'ils pourront comprendre les intentions de Ben Laden. À force de lire ces conversations, on s'est aperçu qu'un terme comme bouteille de lait, par exemple, ne voulait pas forcément dire bouteille de lait. Et on a fini par comprendre de quoi il était véritablement question. Mais pour ça, on avait absolument besoin de transcriptions écrites littérales.
On est donc allé à la NSA à Fort Meade pour rencontrer la directrice adjointe responsable des transcriptions. Mais elle nous a dit qu'elle ne nous communiquerait pas ces documents. Point final. La politique de la NSA a toujours été de ne pas partager ces données brutes, même avec les autres agences de renseignement. Convaincu de l'importance de ces échanges téléphoniques, Michael Scheuer parvient à convaincre ses supérieurs de la CIA d'investir dans une station d'écoute au sol. Mais sans satellite, il lui manquera la moitié des conversations.